Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau chapitre. C'est pas un item des collèges, toujours pas. On est sur un chapitre plus global, un chapitre sur la dépense énergétique. Donc ça va être intéressant, on est plus sur de la biochimie, mais c'est toujours intéressant de connaître ces notions. C'est des notions plutôt de base quand même, donc il faut les avoir en tête. C'est pour ça que je fais ce chapitre. Donc aujourd'hui, on prend un schéma de d'histoire, un schéma où on va suivre notre personnage Médicis à travers ses grandes aventures. Et donc c'est une nouvelle histoire que je vais vous proposer avec, comme d'habitude, dans un premier temps, l'histoire en elle-même, puis ensuite la traduction en termes médicaux. Donc aujourd'hui, on trouve Médicis dans son travail en tant que contrôleur de la NASA. Donc on peut commencer l'histoire. Médicis est là, à attendre ces longues dernières minutes. Des années de travail acharné vont enfin aboutir. Il est derrière son poste de contrôle comme ses collègues. Cette nouvelle fusée va bientôt décoller. La première fusée de la NASA capable de recréer du carburant à partir de ses propres composants pour avoir une plus longue phase de vol. Une nouvelle fonctionnalité dont Médicis est le contrôleur. L'avenir de l'aérospatiale repose sur cette fonctionnalité, sur cet écran posé devant notre héros. Mais avant ce décollage, le projet doit être présenté au grand public. En quoi c'est une innovation? Alors la présentation démarre, le directeur de la NASA prend le micro et explique le fonctionnement d'une fusée, un discours retransmis sur toutes les chaînes télévisées. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un honneur de vous présenter cette nouvelle fusée nommée Métabolique 1. Je suis ici pour vous expliquer le fonctionnement basique d'une fusée tout en vous montrant en quoi celle-ci est révolutionnaire. Déjà, la première étape, c'est le remplissage des réservoirs. Durant cette étape, les contrôleurs vérifient le niveau, particulièrement celle du carburant permettant la poussée initiale. C'est un mélange d'hydrogène et d'oxygène. Il faut aussi l'adaptation de toute la structure de la fusée, les tuyaux se remplissent, des valves s'ouvrent et d'autres se ferment. Cette phase va durer 8 heures. Ensuite, pendant 8 heures supplémentaires, on s'occupe du deuxième carburant, issu de l'électrolyse de la vapeur d'eau, le carburant des longues distances. Finalement, 16 heures après avoir commencé le remplissage, on peut procéder au décollage. Pendant le décollage, lors d'un lancement de fusée, on a 3 phases. La première, c'est celle du décollage en tant que tel. La fusée a demandé énormément d'énergie pour partir du sol. C'est donc un mélange d'hydrogène et d'oxygène à haute concentration, une énergie qui se consomme très vite qui va être utilisée. Puis on sort de la stratosphère, on passe dans la mésosphère. À ce moment-là, la gravité est moins forte, il faut optimiser la puissance. Alors, après les avoir vidés, on va larguer nos premiers réservoirs pour être plus légers. Et on va commencer à utiliser nos autres carburants, en particulier le réservoir de vapeur d'eau, qui est le réservoir des longues distances. Et enfin, on sort des couches terrestres, on est dans l'espace. Et là, on va utiliser presque exclusivement notre réservoir de vapeur d'eau. Mais finalement, qu'est-ce qui change dans notre projet? Dans cette nouvelle fusée, on est capable de récupérer les gaz émis par les réacteurs pour les transformer en hydrogène et en oxygène. Ce qui nous fait plus de carburant pour la longue distance. Trêve de bavardage, place à la fusée. La présentation est terminée, on peut se concentrer sur le décollage. Le moment crucial. Il est temps, Médicis est toujours concentré sur son écran, plus que quelques secondes à tenir. 5, 4, 3, 2, 1, la fusée décolle. Le premier réacteur à fond, consommation au max. Le moteur récupère toute l'énergie dans les réservoirs pour tourner au maximum et enclencher l'envolée. Le système secondaire se met en marche aussi. La fusée récupère les gaz, les envoie au système régulateur qui les transforme en carburant. Pour l'instant, tout va bien, on sort de la stratosphère. Deuxième phase, on largue les réservoirs. On finit d'utiliser le mix hydrogène-oxygène et le système de réutilisation des gaz pour une part plus importante. Troisième phase, on sort des couches terrestres, on est dans l'espace. Dernier point critique pour Médicis, tout doit bien fonctionner à ce niveau-là. Il y a moins d'émissions, donc les systèmes de réutilisation baissent en puissance. Le système d'hydrolyse de vapeur d'eau prend le relais. La consommation est lente mais suffisante pour faire avancer la fusée. Mission réussie, innovation fonctionnelle. Médicis laisse échapper un soupir de soulagement. La mission est une réussite, l'innovation fonctionne, tout va bien pour lui. Mais ce regard reste fixé sur l'écran, une donnée l'intrigue. Lors du remplissage des réservoirs, le débit de carburant était légèrement plus élevé que prévu. Rien d'inquiétant sur le moment, mais sur le long terme, cela pourrait poser problème. Donc il va noter l'anomalie. Il faudra vérifier les régulateurs IEG. Voilà, fin de l'histoire.
C'était une histoire de décollage de fusée. Peut-être que ceux qui aiment un peu l'aérospatial ont bien aimé. Maintenant, on va faire les parallèles et détailler un peu plus et comprendre ce que finalement j'ai voulu dire à travers cette histoire. Donc on a cette présentation du directeur de la NASA. Il va commencer par évoquer la phase de remplissage des réservoirs, ce qui correspond aux phases postprandiales et post-absorptives du corps. Puis il nous parle du décollage qui reprend les différentes phases du jeûne. Les 8 premières heures suivant un repas, on est en phase postprandiale. Donc dans l'histoire, on vérifie les niveaux du mélange hydrogène et oxygène, qui est le carburant de la phase initiale du décollage. Ce mélange représente le glucose, qui est métabolisé en phase postprandiale. Le directeur évoque aussi l'adaptation de la structure de la fusée avec les tuyaux qui se remplissent et les vannes qui s'ouvrent et se ferment. Ça représente les protéines, parce que le métabolisme protéique, ça a aussi lieu en phase postprandiale, les 8 heures suivant la dernière prise alimentaire. Les protéines étant des composants structuraux du corps, référence à la structure de la fusée. Mais quand même, petite précision, certains acides aminés sont utilisés en substrat énergétique par le corps, comme la glutamine, le précurseur du glutamate. Puis les 8 heures suivantes, on est en phase post-absorptive. À ce moment, on vérifie le deuxième carburant qui est la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau, c'est pour les lipides, les acides gras. C'est pendant la phase absorptive qu'on va commencer à métaboliser les acides gras. Et enfin, 16 heures après le remplissage, on peut effectuer le décollage. On passe en période de jeûne. Donc le jeûne commence 16 heures après la dernière prise alimentaire. Le jeûne est décomposé en 3 phases. On a d'abord la phase glucidique, donc la phase où on utilise principalement le glucose, le mix d'oxygène et d'hydrogène. C'est de 16 à 24 heures après la dernière prise alimentaire. Ensuite, la phase protéique. La dépense énergétique diminue, la gravité est moins forte. Donc on finit d'utiliser le glucose et on fait un tout petit peu de protéolyse, c'est minime. Et ça c'est 1 à 3 jours après la dernière prise alimentaire. La phase cétonique, ensuite la dernière phase, là c'est la lipolyse, les acides gras. Donc l'utilisation de ces acides gras va aboutir à la création de corps cétogènes. Donc cette cétogenèse étant favorisée par la carence glucidique. Et ça c'est plus de 3 jours après la dernière prise alimentaire. Donc ça c'est les phases du jeûne. Mais on n'a pas encore parlé de cette innovation de la fusée. Donc on réutilise les émissions de gaz pour en refaire de l'hydrogène et de l'oxygène. Et ça c'est ce qu'on appelle dans le corps humain la néoglucogenèse. Le foie c'est le système régulateur. Il va récupérer principalement le lactate et l'alanine. C'est des substrats métabolisés par le corps pour en faire du glucose à réutiliser par le corps. Donc pendant le jeûne en phase glucidique, le foie va faire de la glycogénolyse principalement, va récupérer ses stocks d'énergie, donc va vider ses réservoirs, et va aussi faire un peu de néoglucogenèse. En phase protéique, cette néoglucogenèse va prendre une part majeure de l'énergie apportée au corps, alors qu'en phase cétonique, cette fois-ci on va réduire l'utilisation du glucose, on passe aux acides gras, et donc la néoglucogenèse va aussi réduire un peu. Là on va vraiment utiliser les acides gras, on va faire de la cétogenèse. Pour finir, à la fin de l'histoire, Médicis va noter que lors du remplissage, le débit de carburant allant au réservoir était un peu trop élevé. Il faudrait vérifier les régulateurs IEG. Et ça c'est une petite référence à l'insuline, je voulais quand même l'évoquer. Elle va augmenter fortement en période postprandiale. Donc ça c'est pour éviter qu'on atteigne l'hyperglycémie, donc le débit trop élevé. Si on a une valeur légèrement trop élevée, ça peut indiquer l'installation d'un diabète, ce qui est la problématique sur le long terme. Puis plus tard, les valeurs vont revenir à la normale. Donc quand on atteint une période de jeûne, l'insuline va baisser et cette fois-ci c'est le glucagon, le G, le deuxième régulateur qui augmente. L'insuline, elle contrôle le stockage du glucose alors que le glucagon va contrôler sa libération. Et c'est cet équilibre qui permet la bonne mobilisation des réserves énergétiques. Donc finalement, que ce soit dans le spatial ou dans le corps humain, tout est une question d'adaptation constante. Et c'est ainsi qu'on conclut cet épisode sur la dépense énergétique. C'était un épisode, vraiment c'était une analogie entre un décollage de fusée et le corps, comment il fonctionne. Évidemment, la fusée a été adaptée selon ce que moi j'avais besoin d'utiliser.
c'est pas réellement juste un mélange d'hydrogène, d'oxygène, c'est pas réellement juste de la vapeur d'eau qui est utilisée. Enfin, bon, vous comprenez bien que j'ai adapté. J'espère que ça va pouvoir vous aider, vous servir d'un petit moyen mémotechnique. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous souhaite de bonnes révisions.